Professeur Bartholomei, vous êtes neurologue et neurophysiologiste et chef du service épileptologie et rythmologie cérébrale à la Timone. Et vous coordonnez au sein du service le CRMR constitutif épilepsie rare qui dépend de la filière déficience. Vous êtes le responsable de l'équipe adulte, monsieur professeur Mathieu Mille, que j'ai déjà interviewé, responsable de la partie enfant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter votre centre. Et peut-être vous pouvez commencer par présenter plus spécifiquement l'organisation de l'équipe adulte de ce centre. Oui, merci beaucoup. Donc l'équipe adulte, elle regroupe d'abord des neurologues, bien sûr, qui sont spécialisés dans l'épilepsie. On est une dizaine de praticiens dans le service d'épileptologie, dont certains sont plus spécialisés que d'autres au sein du centre. Mais tous ont cette surspécialisation en épileptologie et en neurophysiologie clinique. On est tous des spécialistes de l'EEG. Ensuite, c'est une équipe qui se veut évidemment multidisciplinaire. Donc, on a une psychiatre rattachée au centre, une psychologue aussi, qui sont là pour prendre en charge des comorbidités des patients avec épilepsie. On a aussi du personnel paramédical, c'est très important, des infirmières cliniciennes, 2 infirmières cliniciennes et une IPA rattachée au service. Alors je dis le service d'épileptologie, le centre d'épilepsie rare, parce qu'on travaille tous ensemble, hein, même si certains sont plus rattachés au centre que d'autres, bien sûr. D'accord. Et une assistante sociale ? Alors l'assistante sociale, elle est malheureusement qu'à temps très partiel dans le service, puisque nous on a des assistantes sociales qui sont partagées par plusieurs services, hein, mais c'est vrai que nous avons une assistante sociale qui est très impliquée dans la prise en charge de nos patients. D'accord, merci bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc, de ces maladies rares ? Sur votre site, vous les définissez comme des épilepsies réfractaires au traitement et ou des épilepsies complexes. Alors oui, le cœur de notre travail, c'est quand même les épilepsies pharmacorésistantes. Parce que d'abord ce sont des maladies qui sont heureusement minoritaires au sein des épileptiques, puisqu'on estime qu'à peu près 20 à 30% des patients épileptiques ont des épilepsies pharmacorésistantes. Leurs étiologies, leurs causes sont souvent des causes particulières, par exemple des anomalies du cortex cérébral, les malformations cérébrales. Ce sont souvent des maladies qui ont commencé dans l'enfance, mais pas toutes. Ce sont des maladies qui vont être à l'origine de troubles en dehors de l'épilepsie. Très souvent, il y a des conséquences, que ce soit des conséquences cognitives, des comorbidités sur la mémoire, sur le développement, et des comorbidités psychiatriques. Hein. Donc leur prise en charge est complexe. C'est un petit peu pour ça qu'on utilise ce terme. Après, leurs manifestations, leurs étiologies aussi peuvent nécessiter des investigations un petit peu plus spécialisées que ce qu'on pourrait faire dans un centre moins spécialisé. D'accord. Et justement, donc en matière d'âge, quelle est la part de maladies qui se manifestent à l'âge adulte ? Je dirais que la plupart des patients qui ont une épilepsie chronique, par définition, continuent de l'enfance vers l'âge adulte leur maladie. Et notamment dans ces épilepsies rares, la plupart du temps, ce sont des maladies qui débutent très souvent chez l'enfant, parfois débutent chez l'adulte. On a aussi des syndromes épileptiques rares chez l'adulte. Mais la prévalence maximale de l'épilepsie, c'est quand même chez l'adulte. Hein, et elle ne fait qu'augmenter avec l'âge. Ce qui fait qu'après 60 ans, vous avez le maximum d'incidence de l'épilepsie. Vous avez jusqu'à 3 à 4% de la population qui est épileptique après 60 ans. Donc la prise en charge des maladies épileptiques, ça va de 0 à 97 ans, je dirais. Hein. Vraiment... moi, j'ai des patients que je suis depuis 30 ans pour leur épilepsie, hein, notamment parce qu'ils sont pharmacorésistants. Parce que les patients qui ne sont pas pharmacorésistants, qui n'ont pas de retard, qui n'ont pas d'autres problèmes, le plus souvent suivi ambulatoire, même en dehors d'hôpital. Hein, c'est pas à eux que s'adresse surtout notre approche. D'accord. Et quelle est la part de maladies génétiques ou héréditaires dans ces maladies ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle par génétique. Une prédisposition à faire des crises, on estime que 70% des patients avec épilepsie pourraient avoir une influence génétique dans leur manifestation. Par exemple, si vous avez un traumatisme crânien, à sévérité égale, tout le monde ne développe pas une épilepsie, il peut y avoir des facteurs génétiques, donc ça c'est connu depuis longtemps. Après, les maladies génétiques avec une mutation, ça représente, je dirais, moins de 5% des épilepsies. Après, il y a tout le domaine de ce qu'on appelle les épilepsies idiopathiques, qui sont liées à une prédisposition génétique, une hérédité complexe, multigénique, ça c'est à peu près 10%, 10-15% des épilepsies, peut-être un peu plus selon certaines tranches d'âge. Et dans quel cas vous recherchez la cause génétique? Alors la cause génétique, ça peut être recherché surtout dans l'enfance, puisque la plupart des maladies génétiques associées à une épilepsie se manifestent dans l'enfance. Ça peut être des maladies avec une mutation monogénique, comme le syndrome de Dravet par exemple. Ça peut être des maladies comme la sclérose tubereuse de Bourneville, qui aussi le plus souvent commence chez l'enfant ou l'adolescent, mais c'est plutôt quand même chez l'enfant. On peut être amené chez les adultes à faire un diagnostic génétique quand on suspecte ce type de maladie qui n'aurait pas été diagnostiqué auparavant. En général, quand il y a un trouble du développement, quand il y a un retard, une épilepsie sévère, pas de lésions sur l'IRM ou des lésions évocatrices de sclérose tubereuse de Bourneville, ça peut être fait assez tardivement, le diagnostic, y compris le diagnostic génétique. Dans le cas du bilan préchirurgical, on peut être amené aussi, selon les aspects que l'on voit sur l'électroencéphalogramme, à prévoir un bilan génétique. Ce qu'on fait, c'est en général un PAGEM, c'est-à-dire une étude d'un panel de gènes qui est un peu standardisé pour rechercher les principaux gènes impliqués dans les épilepsies. D'accord. Merci bien pour toutes ces explications. Et donc, au-delà de la génétique, vous avez aussi expliqué à la Journée internationale de l'épilepsie le 14 février dernier que de plus en plus de cas d'épilepsie sont liés au stress et à l'anxiété. Et est-ce que c'est aussi le cas des épilepsies rares? Oui, d'ailleurs, je dirais que beaucoup d'études, notamment celles qu'on fait dans le service, concernent des patients qui ont une épilepsie en bilan préchirurgical. Parce que je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais bien sûr, de nos grands axes de prise en charge, c'est la chirurgie d'épilepsie. Donc, quand on fait des études chez des patients ayant une épilepsie pharmacorésistante, on voit aussi globalement chez tous les épileptiques une grande sensibilité au stress. Le facteur déclenchant le plus souvent rapporté par les patients, c'est le stress. Après, il y a un autre aspect qui est moins connu, sur lequel on travaille, c'est comment des événements traumatisants, donc extrêmement stressants, qui se répéteraient, y compris dans l'enfance, mais parfois plus dans une vie plus d'adulte, peuvent conduire au développement d'une épilepsie. Et on a même fait, dans notre labo de recherche, un modèle animal, où on fait du stress chez les animaux. Un stress chronique. Des stress aigus, puis des stress répétés, et on voit que chez des animaux qu'on appelle vulnérables, on peut plus facilement déclencher une épilepsie. Donc il y a des preuves quand même biologiques, expérimentales, comme quoi le stress répété imprime dans le cerveau sa marque et favorise le développement d'une épilepsie. C'est quelque chose qui a été beaucoup sous-estimé et qu'on essaie de prendre en charge dans notre centre en dépistant justement ces psychotraumas, ces traumatismes psychoaffectifs, leur lien avec l'épilepsie, leur lien avec le déclenchement des crises. On a montré qu'il y avait une incidence accrue du trouble de stress post-traumatique chez les patients épileptiques, ce qui n'était pas connu jusqu'à présent. Et on a montré aussi que les crises en elles-mêmes pouvaient être des facteurs de stress important, d'anxiété anticipatrice chez ces patients. Donc c'est vraiment une dimension très importante à prendre en charge. Et pour cela, dans le centre, on a donc une psychologue, une psychiatre, on a une infirmière qui est formée à l'hypnose pour essayer de travailler sur ce stress. On fait des ateliers d'éducation thérapeutique là-dessus, des séances de yoga, voilà, on essaie d'animer un peu ce thème qui est très important. Alors c'est un facteur majeur.
On a développé une technique de neurofeedback et de biofeedback, qui sont des techniques pour mieux contrôler les crises, en fait. Parce qu'un des problèmes du patient épileptique qui le stresse beaucoup, c'est le non-contrôle de ces crises. Donc ça, c'est un axe très important à travailler ensemble. Donc vous avez des moyens de contrecarrer l'arrivée des crises. Alors on a des moyens au moins d'essayer de mieux contrôler les crises. Par exemple, le biofeedback, on apprend aux patients à contrôler un paramètre biologique qu'on mesure, qui est la conductance cutanée, d'appliquer des stratégies qui modifient ce paramètre biologique au moment des crises. Et ça marche chez la moitié des patients à peu près. C'est bien, c'est super important à savoir. Et le psychotrauma, vous pouvez le visualiser dans le cerveau ? Alors on peut le visualiser. Alors le psychotrauma, c'est pas au moment du psychotrauma, mais ce que font les traumatismes émotionnels, c'est de probablement modifier la biologie cérébrale, les réseaux du cerveau. Et donc ce qu'on vient de montrer là, avec une étudiante en thèse, c'est que des gens qui ont un stress post-traumatique et une épilepsie ont des réseaux du cerveau différents par rapport aux patients épileptiques qui n'ont pas eu ces stress-là. D'accord. Ils auront en particulier des modifications dans leur système temporaux à droite, c'est plus spécifique de la droite, dans la région de l'amygdale, qui est très important dans les émotions négatives, du pôle temporal. Enfin, il y a des modifications qu'on peut mettre en évidence en imagerie cérébrale, en PET scanner en particulier. Merci bien. Est-ce qu'il y a encore un temps important entre le moment où le patient va avoir des symptômes et va être pris dans votre centre, va être pris en charge dans votre centre, un temps d'errance? Alors oui, c'est un des problèmes de la prise en charge des épileptiques. Des études spécifiques dans notre centre, on n'a pas faites, mais par exemple, entre le début de la pharmacorésistance et une chirurgie de l'épilepsie, la plupart des études montrent qu'il y a entre 12 et 20 ans de retard, en tout cas de délai, donc chez les adultes. Donc on essaie d'opérer plutôt en développant la chirurgie chez l'enfant. Mais c'est clair qu'il y a un retard, au moins pour être référencé, envoyé au centre expert. C'est un des problèmes, donc d'où l'importance de bien communiquer, l'importance d'avoir des réseaux de soins qui soient bien développés. Ce qui est encore un problème en France, c'est quels sont les relais entre les centres de référence et les médecins généralistes et les neurologues libéraux. C'est tout un travail qui est en cours avec les instances gouvernementales, avec les associations de patients et avec la Ligue française contre l'épilepsie. Voilà, ce sont des actions qui sont en cours pour améliorer ce circuit de soins. Et en ce qui concerne le parcours du patient, donc vous avez évoqué la chirurgie, c'est une stratégie thérapeutique majeure. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez parler d'autres innovations thérapeutiques? Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a 20 à 30% des patients qui sont pharmacorésistants à l'heure actuelle en épileptologie. Que sur ces 30% de patients, on va leur faire un bilan, notamment pré-chirurgical, pour essayer de voir s'il y a une opérabilité possible. En gros, le bilan pré-chirurgical, c'est localiser la zone épileptogène dans le cerveau, et la chirurgie, ça va être d'enlever cette zone-là quand c'est possible. C'est toujours une discussion individuelle, savoir les conséquences, les risques d'un tel acte. Mais globalement, il faut savoir que c'est à peu près 20% des malades qui vont être opérés. Sur ces 30% pharmacorésistants. Donc vous avez un grand nombre de patients quand même qui ne peuvent pas être opérés. Donc on leur fait leur bilan pré-chirurgical. Et donc ces 20%-là, ces 80%-là, il faut trouver d'autres solutions. D'où l'importance de leur proposer autre chose. Des essais thérapeutiques avec des nouvelles molécules, des techniques de neurostimulation. Donc on va appliquer de la stimulation sur le cerveau, soit indirectement en stimulant le nerf vague, donc ça c'est la stimulation vagale, soit directement sur le cerveau, soit par voie externe, c'est ce qu'on appelle la stimulation électrique transcrânienne, qu'on développe actuellement, notamment dans le projet Galvani, soit de la stimulation cérébrale profonde.
développe notamment la stimulation du thalamus, d'un noyau au centre du cerveau, dont on a montré que certains noyaux, en les stimulant, ça peut être efficace pour baisser la fréquence des crises. Après, il y a toutes les autres stratégies. Bien sûr, tous ces patients, ils doivent être pris en charge sur le plan justement, de parler du stress, des comorbidités psychiatriques, de leurs difficultés d'insertion cognitive. C'est une prise en charge globale. Et vous avez des médicaments aussi? Alors, il y a 25 médicaments antiépileptiques environ aujourd'hui. Ce sont des médicaments, bien sûr, qu'il faut savoir manier, qu'on associe. Pour les épilepsies rares aussi? Alors, pour les épilepsies rares, il n'y a pas de spécificité. Ce n'est pas des médicaments spécifiques de la cause. Mais globalement, c'est des médicaments qui ont beaucoup été développés sur les épilepsies pharmacorésistantes. Après, il y a certaines épilepsies rares qui vont être traitées par des médicaments plus spécifiques. Par exemple, les vérolimus dans une sclérose subéreuse de Bourneville, on peut avoir une indication pour l'épilepsie. Le cannabidiol qui est donné dans le syndrome de Lennox-Gastaut, dans le syndrome de Dravet, peut être donné aussi sous forme de cannabis thérapeutique. Donc ça, c'est des médicaments un peu plus spécifiques à certaines formes d'épilepsie dont on prend en charge, qu'on prend en charge dans nos centres. Et justement, pour continuer sur les médicaments, en mars dernier, vous avez fait une conférence à l'Espace éthique méditerranéen, fort intéressante, sur la perception du risque médicamenteux. Et quelles sont vos recommandations à ce sujet? Ce que l'on voit beaucoup, c'est évidemment de plus en plus de méfiance du grand public par rapport aux médicaments, par rapport à l'industrie pharmaceutique, très relayée par les médias. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Et ça se fait parfois pour le bien du patient, évidemment. Il y a des alertes sur certains problèmes, mais c'est beaucoup au détriment de la prise en charge dans certains cas. Un des exemples, c'est avec le valproate de sodium, la dépakine. On le savait, on le sait depuis longtemps, il y a des risques à le prendre quand on est enceinte. Donc là, évidemment, la prise en charge de la grossesse, ça doit être quelque chose de très, très spécifique et très bien pris en charge par notre centre. Et là, on ne donne pas de valproate pendant la grossesse, on le réduit au maximum. Parfois, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de crises. Donc, c'est toujours une balance entre le risque de crise et le risque sur le fœtus. Donc, mais d'un risque pendant la grossesse, on est passé à une interdiction à toutes les femmes. Ce qui est ridicule parce que c'est pas corrélé. Enfin, c'est pas en interdisant à toutes les femmes de prendre la grossesse qu'on fait progresser, de prendre la dépakine qu'on fait progresser les choses. Il faut des mesures, mais adaptées. La dépakine, c'est le traitement de référence des épilepsies généralisées, qui n'a pas son équivalence. Il n'y a pas d'autres médicaments plus efficaces dans ce contexte-là. Donc, il ne faut pas maltraiter les femmes. C'était ça mon message principal. Oui, il ne faut pas leur faire peur quand il n'y a pas... Il faut leur faire confiance, surtout. Ouais. Il faut leur dire, voilà, vous avez une épilepsie, vous avez un risque pendant la grossesse si vous prenez la dépakine, donc n'ayez pas de grossesse tant que vous êtes sous dépakine. Si vous voulez une grossesse, vous venez un petit peu avant et on prépare la thérapeutique, on arrête la dépakine, etc. D'accord, merci bien. Et votre centre, donc vous en avez parlé, a mis en place un programme d'ETP, Mieux vivre au quotidien avec l'épilepsie. Donc vous travaillez sur l'anxiété, l'estime de soi. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors oui, c'est peut-être une des plus grandes réussites de ce centre, d'avoir fait des programmes d'ETP grâce à un des médecins du centre, notamment le docteur Vaugier, grâce aux infirmières, Anna Minéo, Myriam de Maillère, Séverine Thuillier, qui sont très impliquées dans ces séances. Une de nos psychologues, Iliana. Et donc, il y a des séances d'éducation sur le stress, sur l'anxiété, sur la reprise de confiance en soi, dont
La perte d'estime de soi est très fréquente chez les patients épileptiques. Il y a beaucoup de stigmatisation de leur maladie. Et donc, il faut travailler là-dessus. Les patients échangent beaucoup entre eux au cours de ces séances, donc ça, c'est très important. On a aussi des patients experts qui sont notamment des membres d'une association de patients avec qui on travaille beaucoup, qui est Épilepsie France. Voilà, il y a des séances aussi qui permettent de préparer la chirurgie d'épilepsie, aux bilans préchirurgicaux, à la gestion de l'épilepsie, à la gestion de la contraception, de la grossesse, du travail aussi. C'est des séances, voilà, des thèmes très variés. Et c'est pour les patients atteints de maladies rares et non maladies rares. Alors, c'est le plus souvent pour des épilepsies dites rares, pharmacorésistantes. Ce sont celles qui posent des problèmes. Pour une épilepsie pharmacosensible non rare et relativement bénigne, c'est une prise en charge ambulatoire, donc en général, il n'y a pas ces problèmes. Ça devient problématique quand les patients ont notamment des comorbidités de psychiatriques, cognitives. Voilà, ça nécessite des prises en charge plus importantes. Donc justement, pour la prise en charge médico-sociale chez l'adulte, qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle et quels seraient les besoins encore ? La prise en charge médico-sociale, c'est un aspect très important, je dirais, qui est probablement un petit peu négligé, ou en tout cas dans un CHU comme la Timone, c'est assez compliqué à organiser. D'abord parce que ça nécessite du temps, ça nécessite des moyens que l'on n'a peut-être pas. On a parlé tout à l'heure de l'assistante sociale, hein. Il faut plus de temps d'assistante sociale, mais dans l'organisation de l'hôpital aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors, on a une infirmière de pratique avancée qui quand même fait bien le lien avec l'assistante sociale et les différents intervenants dans la prise en charge médico-sociale. Je dirais que ce qui manque, c'est surtout du temps, hein, pour remplir les dossiers MDPH, appeler les médecins traitants, appeler les médecins du travail. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie consultation de médecine du travail et d'épilepsie, ce qui a été fait dans très peu d'endroits, hein, mais par exemple, il y a quelques centres qui ont fait ce genre d'intervention. Globalement, pour les patients les moins handicapés, les problématiques sont celles de l'insertion au travail, hein, trouver un travail adapté à leur épilepsie. Pour les patients qui ont un handicap mental, ça va être les interrelations avec les structures de type masse, de type femme. Et on a, nous, la chance d'avoir maintenant à Marseille une masse spécialisée pour les patients avec handicap mental et épilepsie, qui est la masse Henri Gastaud, qui pour l'instant est ouverte qu'en externat, mais devrait dans les années à venir avoir un internat, et pour lesquels un des médecins d'équipe intervient, et donc ça fera un lien évidemment beaucoup plus facile avec cette structure-là. Oui, une structure très importante. Tout à fait. Oui. Ben, merci bien. Et en matière de recherche et d'innovation, vous faites aussi partie d'un réseau et vous-même et votre équipe avez des activités importantes en matière de formation et de recherche expérimentale chez l'animal et clinique. Vous êtes affilié à l'équipe INSERM Institut de Neurosciences des Systèmes. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les projets innovants sur lesquels vous travaillez et peut-être en particulier Epinov et Galvani, faisant suite à ce que vous avez déjà dit en matière d'innovation thérapeutique juste avant? Oui, alors mon service est particulier parce qu'on a au sein même de l'équipe ici des chercheurs de l'Institut de Neurosciences des Systèmes, donc on a une interaction très proche, hein, et ça depuis plusieurs années. Donc on a construit un système unique de recherche clinique au sein même du service et de recherche fondamentale en fait. Donc effectivement, les deux projets les plus connus, un peu phares de nos équipes, c'est d'abord Epinov. Alors Epinov, c'est un RHU, donc c'est un projet qui a été financé depuis 2017, qui est dédié à la modélisation informatique du cerveau des patients épileptiques dans le but de mieux programmer leur chirurgie.
Hein. Donc, Epinov, ça consiste à prendre les tracés électroencéphalographiques intracérébraux dans le cadre du bilan préchirurgical, de combiner ça avec des séquences IRM particulières, d'appliquer un modèle informatique de masse neurale, et on va construire un cerveau virtuel dans lequel on voit le départ des crises, les zones impliquées et leur propagation. Et ce cerveau virtuel va nous aider à programmer la chirurgie d'épilepsie chez un patient donné, parce que le cerveau est individualisé. C'est vraiment l'imagerie du patient qui est prise, les crises du patient qu'on modélise. Et donc, il y a un essai de recherche clinique qui est en cours, qui est multicentrique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres en France qui participent, pour voir ce que ça amène en fait dans la décision chirurgicale. Donc là, je ne peux pas vous donner les résultats, puisque ça sera l'essai, il recrute et il sera fini en 2023, donc on n'aura pas les résultats en 2024. Mais en parallèle, cette modélisation, elle progresse, puisqu'on fait de la recherche au sein de l'Institut de neurosciences des systèmes pour améliorer encore cette modélisation. Donc le prototype qui a été commencé dans l'essai clinique, il est même un peu dépassé, puisqu'aujourd'hui, on a un modèle avec de la plus haute résolution, et c'est aussi une technique qui peut nous permettre de faire de la chirurgie in silico, c'est-à-dire virtuelle. On enlève des zones du cerveau dans l'ordinateur, et on regarde ce que ça donne sur les crises. Donc ça, c'est de la prédiction d'efficacité de chirurgie. Donc ça, c'est le programme Epinov. Et puis le deuxième gros programme, c'est le programme Galvani. Alors Galvani, c'est un projet européen, celui-là, ce qu'on appelle une ERC synergie. Donc il y a notre équipe, il y a une équipe à Barcelone qui est spécialisée dans la biophysique du cerveau. Et puis il y a une équipe à Rennes qui est une équipe de l'INSERM qui est spécialisée dans la modélisation. Donc ce projet Galvani, c'est l'étude et l'application de la stimulation électrique transcrânienne, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc ça consiste à appliquer des courants sur le crâne, et Galvani, ça cherche à optimiser ce type de technique pour l'épilepsie. C'est-à-dire que c'est vraiment dédié à l'épilepsie. On va essayer d'être plus précis, de mieux modéliser les courants induits et d'améliorer la thérapeutique de nos patients. Donc il y a des essais cliniques en cours. Dans Galvani, il y a un essai clinique en cours pour l'instant, dans lequel on applique ces techniques chez des patients qui ont eu des enregistrements intracérébraux qui ne sont pas opérables. Donc quand on n'est pas opérable, il faut trouver d'autres solutions, ce que je disais tout à l'heure. Et une des solutions, c'est d'aller stimuler la zone épileptique en envoyant des courants qui sont inhibiteurs. En fait, on diminue l'activité électrique de ces zones. Donc c'est un essai qui est en cours. Il y aura un grand essai multicentrique en France qui devrait débuter en 2023. Et j'imagine que ça vous donne aussi une meilleure compréhension des mécanismes cérébraux dans l'épilepsie. Oui, parce qu'il y a une grosse partie de modélisation dans Galvani, d'expérimentation animale aussi, dans lequel on va étudier à l'échelle des cellules, au niveau cérébral, les interactions entre les cellules dites excitatrices, inhibitrices, et comment les champs électriques qu'on applique peuvent moduler ces différents types cellulaires, en fait. Donc finalement, c'est de la recherche fondamentale. Oui, il y a des chercheurs fondamentaux associés à ce projet. Bien sûr. Super. Merci. Donc, et en matière de projets européens, votre centre fait aussi partie du réseau européen de référence EpiCare. Quelles sont les attendues perspectives prochaines quelles sont les mises en œuvre dans le cadre de ce réseau? EpiCare, ça nous permet surtout, avant tout, de discuter avec nos collègues. Vous savez que c'est très important, la collaboration intellectuelle, je dirais, pour la compréhension de ces maladies. Donc ça permet de faire des études à l'échelle européenne, sur, par exemple, l'incidence des épilepsies rares. Donc il y a un registre qui est en cours d'élaboration. Ça permet aussi d'écrire des recommandations d'experts sur ces maladies. Il y a des projets de partage de données, de données notamment électroencéphalographiques, d'imagerie, pour faire des études à plus large échelle, pas simplement françaises, parce qu'évidemment, comme ce sont des maladies par définition un peu rares, plus on a de cas et plus on peut avoir des études avec une puissance statistique et démontrer certains effets.
Donc vous allez avoir un registre, c'est ça? Oui, qui est en cours de construction. D'accord. Eh bien, merci bien pour toutes ces informations. Il y en a déjà beaucoup et elles ne sont pas exhaustives. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou un mot de la fin que vous vouliez nous dire aujourd'hui? Ce que représente le centre de référence des épilepsies rares, c'est un modèle hospitalo-universitaire. C'est-à-dire, ça mêle vraiment l'expertise clinique, la recherche universitaire. On n'a pas parlé trop d'enseignement, mais aussi évidemment beaucoup d'enseignements qui sont faits dans nos centres. Beaucoup d'échanges, et on a beaucoup d'étudiants, de médecins étrangers qui viennent se former ici. Donc c'est vraiment un modèle qu'il faut conserver et qu'il faut promouvoir dans l'avenir. Pour garder l'excellence scientifique et clinique. Voilà, exactement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à et vous. puis pour les personnes qui veulent plus de renseignements, votre centre et la filière ont aussi des sites web dédiés et on peut y trouver nombre d'informations.